de faire du lien entre les différentes interventions et les différents débats. Je m'appelle Cyril Zimmermann. Je suis le fondateur d'une école d'informatique qui a été créée il y a 4 ans, qui s'appelle La Plateforme, qui a été créée avec les entreprises du territoire métropolitain, avec le soutien de la métropole, et qui forme au métier de l'informatique, de la technique numérique, sur des niveaux Bac+3, Bac+5, mais elle a la particularité d'être particulièrement universelle et inclusive dans son recrutement, puisque c'est une école qui est gratuite, basée sur de l'alternance. Et cette formule nous a permis de passer de 0 à 600 étudiants cette année sur ces sujets, de façon à ce que la métropole se dote des talents, des ressources humaines nécessaires pour pouvoir relever l'ensemble des défis, et en particulier ceux qu'on va voir ce matin. Je suis ravi de donner la parole à Arnaud Mercier, que vous connaissez tous, maire de Venelle, élu métropolitain, délégué à l'eau numérique, à la politique des données et aux usages numériques, et aussi conseiller départemental, que je vous demande d'applaudir pour commencer cette séance. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet hémicycle du Pharo pour cette journée consacrée à l'innovation numérique. Le 7 décembre dernier, la métropole Aix-Marseille-Provence a été désignée lauréate du prix e-Capital, Capitale européenne de l'innovation, par la Commission européenne. Aussi, dans la continuité de cette distinction qui récompense notre territoire et l'ensemble de ses acteurs pour sa capacité d'innovation, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal, a souhaité faire de l'année 2023 l'année de l'innovation. Cette journée s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Elle est faite pour vous. Elle est destinée à rassembler nos élus et techniciens de nos 92 communes autour de cette thématique. Aussi, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour échanger et partager sur les enjeux et les opportunités liées à la donnée et à l'intelligence artificielle dans le respect des règles du RGPD et la prise en compte des risques cyber. En effet, l'intelligence artificielle, avec ChatGPT notamment, fait la une des médias et au cœur de nos réflexions. Comment utiliser l'intelligence artificielle au profit des services publics que nous opérons ? Comment ces nouvelles technologies peuvent-elles aujourd'hui transformer nos services publics ? Pouvons-nous envisager une facilité accrue d'accès pour réduire la fracture numérique ou développer l'efficience de nos services ? Quel est le bon niveau d'appropriation et d'intégration de ces technologies que nous devons appréhender ? Autant de questions, et bien plus encore, sur lesquelles vous serez amenés à débattre au cours de cette journée. L'intelligence artificielle est une des technologies les plus prometteuses et les plus disruptives de notre époque. Elle permet de résoudre des problèmes complexes, d'optimiser des processus, de créer des services personnalisés, de renforcer les capacités humaines. Mais elle pose aussi des questions éthiques, juridiques et sociétales. Comment développer une intelligence artificielle éthique, responsable, inclusive ? Comment assurer la transparence, l'explicabilité, la loyauté des algorithmes ? Comment prévenir les biais, les discriminations, les manipulations ? Comment accompagner les transformations du travail et des compétences ? Mais point d'intelligence artificielle sans données. Les données, le pétrole du XXIe siècle, dit-on souvent. Est-elle au cœur de la transformation numérique de nos sociétés, de nos économies, de notre administration ? Elle est la source de valeur, de connaissances, de progrès. Mais elle est aussi porteuse de risques, de défis, de responsabilités. Comment collecter, traiter, analyser, partager et protéger la donnée ? Comment en faire un levier d'innovation sociale, environnementale et économique ? Comment respecter les droits et les libertés des personnes concernées ? Comment garantir la confiance et la sécurité dans le monde numérique ? La sensibilité de données impose une protection rigoureuse. Le RGPD est le règlement général sur la protection des données, entré en vigueur en 2018 dans l'Union européenne. Il vise à renforcer le contrôle des citoyens sur leurs données personnelles et à harmoniser les règles au sein de l'Union européenne. Il impose aux acteurs publics et privés qui traitent les données personnelles de respecter des principes et des obligations en matière d'information, de consentement, de sécurité, de rectification et d'effacement. Il confère aux personnes concernées des droits et des recours en cas de violation de leurs données. Nous nous devons d'avoir sans cesse à l'esprit la protection des données personnelles que nous confient nos usagers et à garantir leurs usages
dans le cadre des services publics que nous opérons et le respect des principes éthiques. Par ailleurs, le risque cyber est omniprésent. La métropole Aix-Marseille-Provence en a fait de tristes expériences il y a 3 ans. Et une de nos collègues institutionnels, pas si loin de nous, en fait actuellement d'ailleurs l'expérience, la douloureuse expérience. Donc on leur souhaite bonne chance pour s'en sortir rapidement. Nous devons donc de construire un espace numérique sécurisé et souverain dans lequel nos usagers puissent avoir toute confiance. La cybersécurité est un enjeu stratégique pour nos collectivités, pour garantir la délivrance de nos services publics et la protection des libertés individuelles. Vous l'aurez compris, l'intelligence artificielle, la donnée, le RGPD et la cybersécurité sont des sujets passionnants et cruciaux pour l'avenir de notre territoire et de nos communes. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité organiser cette journée, pour vous informer, vous sensibiliser, vous inspirer pour partager sur ces thématiques. Nous avons réuni pour cela des experts, des témoins expérimentés, des acteurs innovants qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs retours d'expérience, leurs bonnes pratiques. Je vous invite donc à profiter pleinement de cette journée riche en contenu et en rencontres. Je voudrais également remercier chaleureusement notre présidente d'avoir permis la tenue de cette rencontre, qui, je l'espère, répondra à vos attentes. Je vous remercie pour votre attention et je déclare ouvert donc cette première conférence métropole de l'innovation numérique. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup, Monsieur Arnaud Mercier. Avant de vous dérouler le programme en fait, de la journée, est-ce que vous vous souvenez d'un film qui s'appelait War Games, pour les plus adultes d'entre nous? Il y avait en fait un jeune gamin de 10 ans du Midwest américain en fait, qui bidouillait sur son ordinateur et qui finalement a failli déclencher une guerre mondiale entre les méchants Russes et les gentils Américains. Moi, ça m'a marqué, je devais avoir 10-11 ans. Et après, en fait, j'ai vu 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. J'aurais pu le voir avant, mais j'étais trop jeune. Et où là, en fait, vous avez HAL, le méchant ordinateur, en fait, qui prend le pouvoir. Ça fait donc 40 ans, 50 ans que culturellement, on vit dans un monde où l'informatique est un danger. Face à ça, on a eu une formidable entreprise en fait, de marketing de la Silicon Valley qui consiste à nous dire que la technologie, c'est bien, c'est bon, mangez-en. Les deux sont faux. La technologie, c'est une opportunité. Le numérique, l'informatique, en fait, c'est une chance, c'est un outil qui nous permet en fait, de déployer nos capacités à agir, à gérer des collectivités publiques, à gérer des entreprises, à apprendre, dont il faut connaître en fait, les tenants et les aboutissants. Et je pense qu'une des ambitions qu'on peut avoir collectivement pour cette matinée et cet après-midi, c'est justement de brosser le portrait des tenants et des aboutissants. C'est-à-dire la part de risque, il y en a. Et à partir du moment où, en fait, on les a cartographiés, on en connaît en fait, l'étendue, on connaît en fait, et on est sûr que tout le monde en est conscient. Nos institutions locales, nationales, européennes sont conscientes de l'ensemble des risques et qu'elles sont prises en compte. On a une capacité à agir et on a une capacité en fait, à aller de l'avant, gagner en innovation, en productivité, en service pour les usagers et nos concitoyens. Donc c'est l'ensemble en fait, de ces mouvements de balancier permanent entre les risques, la cybercriminalité, l'intelligence artificielle en fait, qui nous échapperait, et les opportunités, le fait qu'on a de plus en plus en fait, d'outils qui nous permettent de faire mieux, potentiellement moins cher, au plus près et au plus vite. Donc on va, au cours de cette matinée, de cet après-midi, en fait, parcourir ces éléments-là. On va commencer en fait, avec une première intervention de M. Verdier de la plateforme Cybermalveillance, suivie d'une autre de M. Ginesté de la CNIL. On enchaînera avec une table ronde sur finalement les usages de la donnée et de l'intelligence artificielle en fait, dans les collectivités locales. On refermera en fait, ensuite cette matinée avec une prise de parole de monsieur Arnaud Mercier. On enchaînera l'après-midi avec des ateliers ici et au deuxième étage. Et peut-être, monsieur Mercier, en fait, c'est en fin de journée que vous intervenez pour conclure. En tout cas, vous intervenez quand vous voulez, évidemment. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que vous pouvez, vous aussi, intervenir quand vous voulez. Vous avez en fait un bouton sur vos écrans qui vous permet de demander la parole. Si vous ne l'avez pas, c'est pas de ma faute, c'est en régie que ça se passe.
mais techniquement, en tout cas, vous pouvez l'apprendre. Donc voilà, donc essayons de faire de sorte que cette matinée soit intéressante, soit animée, soit interactive, soit joyeuse face à l'ensemble de ces risques en fait, qui nous enchantent et de ces opportunités qui nous dépriment. Ou l'inverse. Voilà, merci à tous encore une fois. Et donc on va commencer avec la première intervention de M. Verdier de la plateforme Cybermalveillance, que j'invite à venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les élus, au nom de Jérôme Notin, directeur général du groupement d'intérêt public ACIMA, Action contre la cybermalveillance, qui opère la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, je remercie très chaleureusement la métropole de nous avoir conviés à cette première journée pour nous permettre, non pas de vous faire peur, parce que ce n'est pas le but, hein, vous l'avez très bien dit, aujourd'hui on doit être sur un autre axe. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'intervenais au centre de la France, je ne citerai personne. L'organisateur vient me voir en me disant, devant des élus, hein, comme vous, l'organisateur vient me voir et me dit « Laurent, tu dois leur faire peur ». Non. Non, parce que d'abord, la peur, elle est mauvaise conseillère. Et dans la peur, on fait tout et n'importe quoi. Et c'est ce sur quoi, dans 90% des cas, les attaquants tentent de jouer avec le moindre mail d'hameçonnage. L'urgence, la peur, le stress, voilà, l'angoisse. Par contre, la compréhension qui permet de mieux comprendre les méthodes, les mécanismes d'une attaque, d'une manière macro, non technique, on n'est pas là pour faire ensemble de la ligne de code, et surtout, derrière, les risques qu'elle fait porter, soit au niveau personnel, soit au niveau de son organisation, c'est plutôt sur ce terrain qu'on se situe au niveau donc, du dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit sondage, si vous me le permettez. Qui, parmi vous, connaît ou a déjà été sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr? Ah, c'est mieux ce à quoi je m'attendais. Donc à la fin, vous serez tous convaincus, je l'espère en tout cas, du bien fondé des services et surtout des ressources que nous plaçons à votre disposition et à celle de nos publics. Qui sommes-nous? Alors, cette présentation, elle s'articulera en 3 temps. Effectivement, le premier de ces temps, durant celui-ci, je vais vous présenter très succinctement, je vous rassure, je ne vais pas vous assommer sur des tonnes d'organigrammes. Nous sommes 15 agents au niveau du groupement d'intérêt public, donc j'irai assez vite là-dessus, mais c'est surtout pour voir avec vous à quel vide opérationnel nous avons répondu depuis 5 ans maintenant. Deuxième phase de cette présentation, quelles menaces nous percevons aujourd'hui en termes de cyberattaques vis-à-vis des collectivités. Et enfin, parce que la philosophie du dispositif, c'est surtout de ne pas laisser ces publics dans une posture anxiogène, quelles sont toutes les ressources, toutes les informations et les différents accompagnements que nous vous proposons en tant qu'élus, en tant que collectivité territoriale, pour mieux se prémunir, pour mieux vous prémunir contre les cyberattaques les plus courantes qui ciblent vos organisations. Nous avons été lancés en octobre 2017, après avoir été incubés pendant 1 an et demi par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Je ne sais pas si le délégué en région de l'agence est présent parmi nous aujourd'hui, Kevin. En tout cas, je salue Kevin, bien entendu, et l'action menée par tous les délégués en France et en région aujourd'hui au nom de l'autorité nationale, parce que je pense que depuis un peu plus de 5 ans, 6 ans, je crois, ils ont vraiment fait avancer la cause de la sécurité numérique vis-à-vis de tous les acteurs locaux. Et ce dispositif a été également copiloté par le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que, si vous me passez l'expression, nous avions à l'époque un énorme trou dans la raquette en matière de protection due à 3 types de publics, et pas n'importe lesquels: les particuliers, les entreprises et les collectivités territoriales. Comme le remarquait le sénateur Marc Robert, le procureur général Marc Robert, dans son rapport interministériel rendu en 2014 au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur, la protection des internautes sur Internet est un but et un objectif ambitieux, et il est atteignable. J'espère qu'avec cybermalveillance.gouv.fr, dont la création a été impulsée, a été souhaitée au travers de la stratégie nationale de la sécurité du numérique en 2015, j'espère que nous avons répondu à ce vide opérationnel. Donc 3 publics pour 3 missions essentielles.
La première, et j'ai envie de dire quelque part la plus prégnante, car nous accueillons des victimes sur la plateforme. Nous sommes aujourd'hui à plus de 750 000 parcours d'assistance victime. C'est de fournir justement à une victime issue de ces publics une aide immédiate, pratique, non technique, en termes de recommandations, en termes de propositions d'orientation, et enfin, si elle le souhaite, en matière de mise en relation avec un prestataire informatique référencé. Deuxième mission, pour laquelle nous sommes un peu plus connus, concevoir et mettre à disposition de ces publics des contenus en matière d'information sur l'actualité des cybermenaces, mais également des outils de sensibilisation dans un langage simple, accessible, que tout à chacun, destiné au commun des mortels, que tout à chacun peut comprendre. Et enfin, troisième mission, qui vient fermer ce cercle vertueux avec les deux premières, fort des parcours d'assistance victime, fort des consultations de nos contenus, remonter, consolider ces éléments statistiques et remonter ces éléments à nos autorités pour mieux orienter les politiques publiques dans ce domaine. Alors concrètement parlant, j'ai évoqué la forme harmonieuse d'un groupement d'intérêt public qui marie à la fois la sphère des pouvoirs publics, bien sûr avec la présence des services du Premier ministre, puisque le président de notre conseil d'administration n'est autre qu'un certain Vincent Strubel et avant lui Guillaume Poupard, donc directeur général de l'ANSSI, mais également du ministère de l'Intérieur, des Finances, de l'Éducation nationale et des Armées. Mais également, nous regroupons des acteurs comme les fédérations professionnelles des professionnels de l'informatique, mais également toutes les instances des utilisateurs de l'Internet, associations de défense des consommateurs, associations de défense des victimes, des entités également comme la CNIL. Je suis très content d'intervenir aujourd'hui avec un membre du dispositif cybermalveillance.gouv.fr, et ainsi qu'un quatrième collège composé des offreurs de services et de solutions. Et là, on est très content, puisqu'au départ, on avait surtout des sociétés qui étaient issues du petit microcosme de la cybersécurité française, et nous regroupons aujourd'hui un ensemble d'acteurs comme la Maïf, la SNCF ou le groupe La Poste, qui sont venus élargir ce cercle et surtout nous apporter leur culture, leur propre culture de la sécurité numérique. Cybermalveillance.gouv.fr, ce sont surtout plus de 1200 prestataires informatiques référencés, répartis sur l'ensemble du territoire et qui sont susceptibles d'être mis en relation avec la victime si elle le souhaite. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ce sont aujourd'hui plus de 750 000 parcours d'assistance victimes réalisés depuis 2017, avec pour la seule année 2022 plus de 3 800 000 visiteurs uniques sur la plateforme. Alors voilà, une petite diapo pour rendre hommage à l'ensemble de nos membres qui, non contents de relayer toutes nos campagnes de sensibilisation, travaillent très régulièrement avec nous pour tous nos projets dans des groupes de travail et participent au sein du GIP à notre gouvernance et à la validation de nos différents projets. Maintenant, je dois vous faire peur, mais ce n'est pas le but, je le rappelle. Quelle menace aujourd'hui pour les collectivités ? Nous avons publié courant mars notre rapport d'activité pour l'année 2022. Je vous encourage, alors comme tous nos contenus, il est bien entendu à votre disposition en libre téléchargement et surtout gratuit. Quel panorama avons-nous établi aujourd'hui pour les collectivités ? Alors première chose, et je pense qu'il faut prendre un peu de recul, c'est ce qui est intéressant, parmi nos trois publics, la donne a changé. Sur nos publics professionnels, entreprises et collectivités, c'était, depuis 2020, les rançongiciels qui étaient sur la première marche du podium. Vous savez, ces petits programmes qui vont déployer sur votre système d'information, sur vos systèmes d'information, un chiffrement massif de toutes les données qui sont présentes. Quand on dit chiffrer, on dit en fait rendre inopérante, inaccessible, c'est-à-dire que du jour au lendemain, c'est l'âge de pierre. Plus de base de données, plus de logiciels métiers, plus rien ne fonctionne. Et donc plus de mission de service public, plus de capacité de payer les agents. Bref, on retourne vraiment à une époque qu'on avait oubliée depuis longtemps, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, les nouvelles technologies nous entourent dans notre quotidien. Et cette menace a été détrônée, entre guillemets, par ce qu'on appelle un petit peu le couteau suisse de la cybermalveillance, à savoir l'hameçonnage. Ça va être ce message, ça va être ce SMS qui semble provenir d'un interlocuteur de confiance, connu à votre niveau, qui va vous demander de transmettre un document financier, un document administratif, un couple identifiant mot de passe pour un accès, ou qui va vous faire cliquer sur un lien malveillant, qui va télécharger à votre insu, bien entendu, un programme malveillant sur votre ordinateur ou sur le système d'information de la collectivité. D'ailleurs,
l'hameçonnage a servi un certain nombre de fois à déployer des rançongiciels sur les réseaux de collectivités ou d'entreprises. Donc ça, c'est la première chose. Hein. Le rançongiciel, toujours présent, perd sa première place. Deuxième menace que nous avons identifiée, le piratage de comptes en ligne. Depuis la crise sanitaire et les confinements qui l'ont marqué, nous avons démultiplié les services en ligne. Je vous parlerai bien entendu de tout ce qui est réseaux sociaux, de tout ce qui est services dans le cloud, et bien entendu des boîtes de messagerie en ligne. Malheureusement, nous protégeons ces espaces avec des mots de passe trop faibles, trop facilement devinables, ou alors un mot de passe fort, très costaud, mais qu'on va utiliser pour tous les services. C'est dire que si les attaquants se procurent d'une manière ou d'une autre, et il y a bien des manières de se procurer des listes d'identifiants de mots de passe, ce fameux mot de passe, ils ont accès à l'intégralité de notre activité et de notre identité numérique. Donc ça, c'est très important aujourd'hui à prendre en compte. Nous devons mieux protéger ces espaces en ligne. Donc voilà pour ce petit panorama, sachant que pour les collectivités, comme vous le remarquerez, les rançongiciels restent à un niveau élevé, juste devant le piratage de comptes en ligne, mais avec le nombre malheureusement de plus en plus élevé de piratage de boîtes mail fonctionnelles et professionnelles au sein des collectivités qui vont être derrière utilisées pour des campagnes d'hameçonnage, il faut être très très vigilant par rapport à ces éléments. Alors, la presse se fait régulièrement l'écho de toutes les attaques qui ciblent les collectivités. Je ne vais pas en citer cette longue liste ici, on l'a évoqué. Je pense que la région Sud, comme les autres régions, en tout cas, est victime de tels agissements. Et derrière, effectivement, parlons un petit peu impact, parlons risque. Donc, bien entendu, interruption des services, donc des missions de services publics, des pertes financières. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu cette grosse attaque qui avait impacté début 2021 la commune, l'agglo d'Angers. Il faut savoir qu'entre la perte sèche liée à l'arrêt de tous les services de la municipalité et derrière, surtout la reconstruction, la remédiation, le fait de chasser les attaquants du système d'information et derrière toute la reconstruction avec l'objectif d'atteindre un niveau de sécurité jugé acceptable, ça coûte très très cher, très très cher. Ça, il faut le savoir. Destruction, risque de destruction de données, de perte définitive de données, vol de données, aussi bien au niveau des administrés que des agents, perte de confiance au niveau du public et des administrés, possible également crise politique. C'est compliqué de gérer une situation comme ça, une crise sociale qui n'est pas non plus à écarter, avec, dans certains cas, des risques de mise en cause aussi bien administratifs que judiciaires pour la collectivité si, malheureusement, les données n'étaient pas sécurisées, si les systèmes n'étaient pas sécurisés comme ils auraient dû l'être. Alors, les cybermalveillances, je viens de les évoquer. L'hameçonnage, pour nous, c'est vraiment la mère des attaques aujourd'hui, tout public confondu. Le piratage de comptes, je reviens sur l'importance que nous devons accorder aujourd'hui à la protection de ces espaces, à la protection de ces outils en ligne sans lesquels aujourd'hui nous ne pouvons plus rien faire. Et surtout, s'ils tombent dans des mains mal intentionnées, elles peuvent en faire beaucoup de choses au préjudice de la collectivité ou de ses représentants. Et enfin, les rançongiciels qui restent encore très présents aujourd'hui en termes de menaces. Et important, la particularité des attaquants, c'est surtout de s'adapter au contexte. Pour illustrer mes propos, je dirais simplement que la première semaine du premier confinement, en mars 2020, le parcours d'assistance victime de cybermalveillance.gouv.fr a vu une augmentation de près de 400% de recherche d'assistance, donc de victimes, pour les seuls faits d'hameçonnage. La première semaine du premier confinement. Deux conséquences, en tout cas deux conclusions à tirer de ça. Les attaquants sont ultra réactifs. Et ils ont une imagination sans borne. Si je vous parle de faux sites de gants, faux sites de gel, faux sites de masques, fausses primes Covid pour les PME et les TPE, ça c'était un peu plus tard, liens frauduleux pour soi-disant mettre à jour l'application Tous Anti-Covid. Leur imagination n'a pas de limite. Vous pouvez leur faire confiance. Il faut le savoir. Est-ce que je vous ai fait peur ? Je vous le répète, ce n'est pas le but, vraiment. Le but, c'est vraiment de vous partager ce que nous percevons de cette menace et de faire en sorte que vous ne soyez pas victime à votre tour.
Face à ça, cybermalveillance.gouv.fr et tous ses membres tentent agissent au bénéfice des collectivités et de leurs écosystèmes. Alors à différents niveaux. Dès 2020, nous avons lancé en interne avec des entités comme Avica, comme Déclic, comme Coter, avec l'ANSSI, avec l'ANCT bien sûr, avec Banque des Territoires, j'en oublie, avec l'AMF, avec Région de France, avec l'APVF qui nous a rejoint récemment, un groupe de travail destiné à réfléchir, à partager et surtout à créer et à mettre à disposition des outils adaptés aux élus, aux collectivités territoriales, pour mieux leur permettre d'appréhender et de comprendre le risque, et je le répète, sans tomber dans des acronymes complètement incompréhensibles, des anglicismes, mais avec des mots simples à leur portée, en contextualisant. C'est l'esprit dans lequel nous avons développé ce programme de sensibilisation à destination des élus, qui s'est échelonné sur plusieurs mois, sur 2021. Donc un premier volet avec effectivement des réponses très concrètes à des questions d'élus par rapport à qu'est-ce qui menace ma collectivité aujourd'hui. Un deuxième volet avec des illustrations en termes d'attaque. Et un troisième volet, parce que j'aime à répéter que nous ne voulons pas rester sur un aspect purement anxiogène, un troisième volet concernant les collectivités qui, à leur niveau, avaient lancé des actions en matière de sensibilisation, de cartographie de leur réseau pour mieux connaître leur réseau et donc mieux le protéger, et avec également un ensemble de ressources partagées. Je citerai dans le désordre le guide AMF-ANSSI qui est très très bien fait en termes de méthodologie et de prise en compte de la cybersécurité, des vidéos qu'on a réalisées avec la Banque des Territoires et tout un tas de ressources qui est à votre disposition. Dans la suite de ce programme et par le biais du plan France Relance, nous avons été invités à réaliser une étude sur les collectivités de moins de 3500 habitants. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup parce que Madame Jam Kochian me regarde avec des gros yeux, elle a raison. Nous allons mener un atelier avec vous cet après-midi sur cette étude qui est très instructive et on verra ensemble pourquoi. Nous avons également réalisé en partenariat avec la CNIL un guide sur les obligations et les responsabilités des collectivités en matière de cybersécurité. Alors j'ai ramené un certain nombre de documentations, donc vous pourrez bien entendu en bénéficier lors de cet atelier et tout est gratuit, je le répète, mais tout est également téléchargeable sur notre site. Et à la suite de ces parutions, nous avons réalisé une campagne de clips vidéo sur, effectivement, basée un peu sur les fables de La Fontaine. Certains d'entre vous, on les ont peut-être vus, hein, sur les freins, sur ce qui freine un petit peu les élus face pour monter les premiers échelons de la maturité en matière de sécurité numérique pour leur collectivité. D'autres outils, nous avons, avec l'AMF, réalisé une méthode clé en main permettant de réaliser, de concevoir une campagne de sensibilisation destinée aux agents de la fonction publique territoriale, avec vraiment des produits sur étagère que vous pouvez bien entendu vous approprier, mais voilà, tout le travail de base, de réflexion, de méthodo vous est proposé pour pouvoir concevoir une méthode de sensibilisation destinée à l'ensemble des agents de la collectivité. Nous avons également produit et développé un module d'assistance cyber en ligne qui, intégré au site internet de la collectivité, peut permettre à un administré de venir directement, si jamais il est victime de cybermalveillance, trouver de l'aide sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Et nous avons également réalisé des fiches et des affiches thématiques comme « Que faire en cas de cyberattaque » ou « Comment sécuriser mon site web ». Par ailleurs, depuis plus de 2 ans maintenant, nous travaillons très régulièrement et de plus en plus fréquemment avec les acteurs de la médiation et de l'inclusion qui, dans de très nombreux cas, travaillent pour les collectivités. Le mot d'inclusion a été cité tout à l'heure et pour nous, c'est très important d'apporter à ces acteurs des outils adaptés de sensibilisation pour les aider dans leur mission au quotidien à traduire parfois parce que nos contenus sont très simplifiés, mais pour des personnes en difficulté avec le numérique, qui sont malheureusement souvent également trop verbeux, pour aider les médiateurs à traduire, à prendre en compte ces notions et à mieux les adapter au public qu'ils aident et qu'ils suivent. Sensibiliser. Quelqu'un doute-t-il dans cet hémicycle de l'importance du facteur humain et du comportement? Il faut savoir que nos amis les attaquants, les pirates, sont par définition des feignants. Il est beaucoup plus facile
de faire peur à quelqu'un que de s'attaquer à un dispositif, un firewall ou un routeur qui a été certifié par l'ANSSI. Donc par défaut, c'est vraiment la solution humaine et c'est donc l'utilisateur. J'aime pas tellement cette remarque assez courante qui dit la faiblesse est entre le clavier et la chaise. Oui, mais c'est surtout l'humain qui est le plus ciblé par les attaques. Parce que malheureusement, c'est par l'humain qu'on va avoir l'effet levier le plus significatif quand on est un attaquant. Et on va pouvoir se faire communiquer des éléments importants sur l'organisation que l'on cible. À ce titre, nous avons développé et nous tenons à votre disposition un kit complet de sensibilisation sur les menaces les plus courantes et surtout sur les bonnes pratiques à adopter pour mieux s'en prémunir. 3 exemples que je prends complètement par hasard, notamment par rapport aux attaques que nous avons vues tout à l'heure et qui ciblent les collectivités. L'importance aujourd'hui d'avoir, à titre personnel et bien entendu à titre professionnel, une réelle politique de gestion des mots de passe, ces petites clés qui donnent accès à tous nos espaces partagés et à nos boîtes de messagerie sur Internet. L'importance également, non pas d'interdire les réseaux sociaux, mais de maîtriser l'information sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que pour des attaques, notamment contre des organisations et des collectivités, la première phase dite de repérage va consister pour les attaquants à aller collecter, à aller aspirer de l'info où qu'elle soit, et notamment sur les réseaux sociaux. Des informations sur les services, des informations sur le départ en vacances de tel élu, dont on va pouvoir usurper la qualité pour peut-être tenter d'occasionner un virement frauduleux, etc. etc., etc. Aujourd'hui, Internet est une mine de renseignements et d'informations. Il faut maîtriser ces éléments. Non pas les interdire ou les bannir à tout jamais, mais les maîtriser. Faire comprendre à l'utilisateur que maîtriser l'information, ce n'est pas se priver des réseaux sociaux, c'est simplement être vigilant. La sécurité des téléphones portables et des tablettes. Nous sommes connectés en permanence aujourd'hui avec nos petits doudous numériques. Nous ne les abandonnons plus. Nous les avons toujours à nos côtés et voire nous les utilisons presque plus que nos ordinateurs de bureau ou nos laptops. Néanmoins, on a encore un problème de culture par rapport à leur sécurisation. Il est très important aujourd'hui de comprendre que les attaquants ont vraiment pris en compte cet élément de faiblesse. Quand on est avec son téléphone, on est en situation de mobilité. Nous ne sommes pas toujours dans des conditions confidentielles qui nous permettraient de réaliser de véritables vérifications sur l'émetteur d'un message. Donc attention, 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 que ce soit au niveau comportemental ou au niveau technique, ces supports peuvent être la porte d'entrée de très nombreuses attaques. Mais également, sans oublier l'importance des sauvegardes, les mises à jour, qui représentent la base, le socle vital de toute sécurité numérique. Il faut savoir que mardi, j'étais lors d'une intervention au Stade de France avec également des responsables de collectivités et de communes. Et l'un d'entre eux témoignait en disant qu'en quelques semaines, sa collectivité avait été ciblée par plusieurs attaques. La première, c'est le fameux coup de la clé USB que l'agent trouve sur le parking de la collectivité et dont le premier réflexe, malheureusement, va constituer à la brancher sur l'ordinateur pour voir ce qu'il y a dessus. Donc là, ils ont bien réagi, ça a pingé et heureusement, ils ont pu limiter la casse. Quelques jours après, le comptable de la région parisienne appelle en disant « Mais c'est bien vous qui avez demandé un virement sur tel compte, etc. » Donc on était à ça d'un virement frauduleux que la collectivité n'avait jamais demandé, en tout cas au débit du compte de la collectivité. Et enfin, troisième alerte très très chaude quelques jours après, des adresses IP qui viennent d'un pays assez exotique en Asie, et qui s'amusaient à tester les vulnérabilités, en tout cas à faire ce qu'on appelle des scans de versions pour savoir effectivement quelles étaient les versions des différents logiciels en frontal sur les infrastructures web de la collectivité. La manœuvre étant de collecter la version exacte des logiciels qui sont là pour connaître leur éventuel niveau de faiblesse et vulnérabilité existante. Et comme on a encore aujourd'hui du mal à mettre à jour systématiquement ces fameux logiciels, il y a de fortes chances que les attaquants tombent sur une version qui malheureusement est vulnérable au moment de la collecte et du scan de cette information. Donc attention, attention, réaliser consciencieusement les mises à jour, c'est la base de toute sécurité numérique. Et enfin, le distinguo entre les usages pro et les usages
perso, capital également, notamment avec tout ce qui a concerné les mises en télétravail, un petit peu dans l'urgence durant la crise sanitaire, mais depuis, je pense que nous avons tous été mûris sur le sujet, et il est important d'organiser, de dédier une flotte spécifique à ce type d'activité avec des canaux sécurisés que l'on maîtrise. C'est très important. Enfin, dernier temps de mon intervention, après les actions au bénéfice des collectivités, après l'importance de la sensibilisation, cybermalveillance.gouv.fr a également rédigé d'abord un référentiel technique, donc une grille de compétences, sur laquelle s'appuie le label Expert Cyber. Qu'est-ce que ce label? Alors, j'ai évoqué en début d'intervention la présence de nos 1200 prestataires informatiques référencés qui, au dernier palier de notre parcours d'assistance victime, peuvent être mis en relation avec la victime si elle le souhaite. Mais il nous semblait manquer une brique de compétences, d'expertise vérifiée entre ce réseau initial de prestataires référencés et les certificats, les visas de sécurité de l'ANSSI, qui sont quand même des prestataires de très haut niveau, pour toutes les structures médianes, collectivités, entreprises, associations. C'est dans cette optique qu'avec notamment les fédérations professionnelles qui font partie du dispositif, nous avons rédigé ce référentiel technique, et c'est en partenariat avec l'AFNOR qui aujourd'hui gère les candidatures et délivre le label Expert Cyber que nous avons travaillé, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons plus de 200 labellisés Expert Cyber répartis sur l'ensemble du territoire national et qui peuvent apporter une meilleure lisibilité à une collectivité en matière d'accompagnement, en matière de sécurité numérique, sur tout le cycle de vie de cette sécurité numérique, puisque les labellisés ne sont pas uniquement compétents en matière de réponse à incident, mais également en matière d'installation, de maintenance et de réponse à incident. Et la candidature porte sur 3 points: la téléphonie IP, la sécurité des sites web et la sécurité d'un système d'information professionnel. Donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Vous devez, en tant qu'élu, être accompagné par des professionnels de confiance en matière de sécurité numérique. Et j'insiste sur ce terme. Un prestataire informatique support n'est pas forcément compétent en matière de sécurité numérique. Ce n'est pas le même travail. Entre masteriser des postes de travail, architecturer un réseau et répondre à un incident d'ampleur, ce n'est pas le même travail. Ça demande des compétences supplémentaires. Ce que nous avons vraiment tenté d'injecter et de mettre en évidence au niveau de ce label. Je vous remercie pour votre attention soutenue en cette première partie de matinée. Ce QR code vous dirige directement sur la page dédiée à l'ensemble de nos ressources. Je reste une partie de la journée avec vous et bien entendu, je demeure à votre entière disposition pour toute information ou renseignement complémentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent Verdier. En matière de cybersécurité, quand on s'adresse aux étudiants de la plateforme, on aime bien leur faire un parallèle avec finalement la santé de l'être humain. Finalement, une organisation numérique, en fait, on pourrait la comparer en fait, au corps humain, en fait, et avec des attaques extérieures, en fait, qui fait que le corps peut tomber malade. Ce qui amène en fait à 2 choses. La première, c'est que c'est pas parce qu'on tombe malade en fait qu'on peut pas se relever, et donc c'est peut-être une fatalité au cours d'une vie. Mais ça ne veut pas dire en fait, qu'on ne peut pas guérir. Ça ne veut pas dire en fait, qu'après, en fait, on ne peut pas passer à l'étape d'après. Regardez, moi, il y a 20 ans, en fait, avant de diriger une école, en fait, j'avais créé une régie publicitaire sur Internet. Et donc, quand j'avais une trentaine d'années, en fait, je diffusais tous les mois 20 milliards de bandeaux publicitaires sur les sites Internet. Oui, c'était moi, je suis désolé. Et un jour, en fait, on s'est fait hacker nos serveurs de publicité qui étaient responsables de la diffusion de ces bandeaux. Et on diffuser ces bandeaux sur des sites comme celui de la Poste.net, mais aussi Boursorama. Et pendant quelques secondes, en fait, on a diffusé des publicités érotiques sur ces sites. Tout le monde ne l'a pas vu, nous on l'a vu. Et à partir de là, effectivement, on est rentré en fait, dans une discussion en fait, avec des hackers. Mais on s'en remet et on apprend. Et on apprend notamment une chose, en lien avec ce que disait M. Verdier tout à l'heure, c'est que le corps humain, en fait, souvent est soigné par le corps médical.
Et il y a deux types de médecine. Il y a la médecine préventive et la médecine curative. Si vous voulez éviter en fait, d'être aux urgences et d'être en fait, au dernier recours en fait, de la médecine curative, il faut effectivement avoir recours à la médecine préventive. Donc effectivement, regardez ce que fait Cybermalveillance, regardez ce que fait la Banque des Territoires, regardez en fait, ce que fait la CNIL, regardez en fait, l'ensemble des dispositifs de sensibilisation de vos équipes, de bonnes pratiques, de façon à éviter effectivement que l'écosystème en fait, que vous gérez en fait, ne tombe malade et ne soit attaqué. C'est la meilleure chose à faire. Après, il y a toujours des solutions en fait, pour reprendre des couleurs et remonter en fait, une organisation numérique. Mais avant tout, il y a un certain nombre de choses qui sont des choses les plus basiques aux choses en fait, plus complexes, mais sur lesquelles en fait, on est dans un pays formidable où il y a énormément de structures d'accompagnement. N'hésitez pas à vous faire accompagner de façon à éviter qu'effectivement le risque s'avère potentiellement réel. On va passer à la deuxième intervention et on va parler de scène de la vie numérique avec monsieur Ginestet de la CNIL. Vous avez la présentation, la scène est à vous. Merci. Merci à vous, merci pour l'invitation et permettre donc, je vais mettre un timer pour vérifier l'heure parce que je dépasse souvent, ne pas hésiter à me faire des gestes de bras. Donc merci pour cette invitation, très heureux de pouvoir intervenir ici au nom de la CNIL devant un tel public. Donc moi je me présente rapidement, je suis Mathieu Ginestet, juriste au service des délégués à la protection des données et au service de l'accompagnement. Et donc j'ai davantage l'habitude d'intervenir en phase de DPO, en fait, de délégués, ou de pas mal d'étudiants également, c'est une chose qui me tient à cœur, et moins auprès d'élus ou de TPE, PME, collectivités ou DGS ou enfin, RSSI, ça peut arriver plus souvent. Et donc c'est une occasion qui est à la fois inédite, mais qui n'est pas non plus inconnue, parce que par le biais des discussions qu'on a avec les délégués, et les autres interlocuteurs opérationnels qui sont dans la protection au jour le jour, on a évidemment des échos sur les interactions avec les élus et décideurs, décideuses, et c'est un point, enfin, je suis heureux de pouvoir échanger et tester un peu le propos et avoir vos éventuelles réactions. Donc j'ai laissé un peu de temps, c'est en creux ce que je dis, j'ai laissé un peu de temps à l'interaction, en espérant que ça puisse faire réagir, en bien ou en mal, hein, c'est très ouvert. Mais en tout cas, c'est une opportunité qu'on a accueillie avec plaisir au sein de la CNIL. En deux mots, côté profil aussi, pour me situer définitivement, donc je suis juriste au service délégué, donc j'accompagne beaucoup les DPO sur les questions collectivité, c'est mon domaine, administration collectivité, centrale et locale. Et préalablement, j'étais juriste au service des contrôles sur les questions publiques, plutôt régaliennes, pendant 6 ans. Donc il y a une suite assez logique, et j'ai un peu de passion pour la vidéo augmentée et la cybersécurité. Donc voilà, mais ça sera peut-être plus utile pour la suite sur l'intelligence artificielle. Alors il y a une question, je trouvais ça opportun, c'est bien, ça permet d'accrocher le public. Moi j'ai une question également, qui ces 12 derniers mois a déjà échangé avec son ou sa DPO sur des questions liées au RGPD? Très bien, c'est un bon score. Je suis heureux de ce nombre de mains levées. Très bien, c'est une bonne chose et ça va, c'est bien. Ça permet je suis en terrain un peu ami quelque part, et donc ça permet d'accompagner mon discours là-dessus qui va être beaucoup centré. Alors on pourrait parler d'énormément de choses sur le RGPD évidemment, technique, pas technique, etc. Et j'ai vraiment plutôt axé sur cette notion de délégué. J'ai gardé, je crois, scène de vie en collectivité, DPO, pour justement avoir un message assez unique et assez clair sur le fait d'insister sur l'importance du délégué au sein d'une collectivité, de vous faire part des remontées qu'on a tous les jours, nous terrain, on les a tous les jours au téléphone, les DPO, on les voit régulièrement, vous avez dit Déclic, évidemment, un réseau indépassable, et on les voit régulièrement, et il nous faut remonter inévitable, beaucoup d'informations, et donc de vous montrer que le DPO est un allié, et de vous cibler en quoi, et de voir éventuellement vos réactions. Donc, je vais passer assez vite, voilà. Sur des témoignages, déjà. Alors, premier témoignage, je vais commencer, c'est pas un hasard, par témoignage des élus. On est évidemment conscient de ça.
tout le monde l'a vu, le fait qu'il y a des démissions augmente, que les élus parlent de complexité, de manque de temps, de manque de moyens, c'est une chose qu'on a parfaitement en tête. Et on n'arrive pas évidemment avec le RGPD disant c'est obligatoire, il faut l'appliquer, il faut un DPO et il faut être conforme surtout à 100%. Et nous le démontrer, on sait qu'il y a une question de temps réel et on sait que pour les communes de moins de 3500 habitants, vous avez parlé de votre étude qui nous a beaucoup intéressés, on sait qu'il y a 10-20 priorités et le RGPD en est une parmi ces 20. Et pour un ou une secrétaire de mairie, pour 4-5 mairies, évidemment, c'est pas du tout anodin. On ne se présente pas de la même manière quand on est la CNIL face à deux collectivités, une importante et une beaucoup plus modeste. Donc là-dessus, c'est quelque chose que l'on a bien en tête, et vous verrez, je ferai le lien sur ce manque de temps, de compétences et de budget avec justement le rôle du délégué. On est également tout à fait conscient que les collectivités subissent, alors au sens large, mais elles subissent à la fois les cyberattaques, je vais aller très vite, évidemment ça monte plus vite côté collectivité qu'ailleurs, notamment sur les données santé, les données sociales, nous ce sont nos indicateurs que l'on a, ça monte plus vite sur ces données, pas vraiment de hasard, c'est les plus sensibles et celles sur lesquelles un hôpital ou un CCAS aura urgence à réagir, parce qu'il faut aller très vite pour le traitement de ces personnes-là, mais aussi urgence à pouvoir bloquer une éventuelle fuite de telles données, ce serait extrêmement grave pour les personnes concernées. Elles subissent également, vous parlez pardon du phishing et des mots de passe, j'y reviendrai, mais c'est évidemment là-dessus, le DPO a un rôle, nous semble, particulier. Phishing, mot de passe, c'est vrai que j'emploie beaucoup la chaise et le clavier, le problème étant entre la chaise et le clavier, peut-être que je gère un peu moins, mais le DPO là-dessus a une main assez directe, j'y reviendrai. Subissent également la complexité des sujets RGPD, du nombre de questions RGPD et de leur complexité. Nous-mêmes en interne, on est dépassé des fois par la complexité des sujets qui nous sont apportés, de l'inventivité des collectivités, parce qu'elles répondent à des besoins qui sont chaque jour nouveaux et avec des outils qui sont chaque jour nouveaux, mais c'est quelque chose qui est un défi pour nous et ça nous semble naturel, c'est inévitable et vital d'avoir un expert au sein d'un organisme qui permet de concentrer ça. Pour vous donner quelques exemples, récemment, on a eu une question, alors il y a des nids de poules sur les routes départementales, très bien. Est-ce que plutôt que faire ça, un contrôle humain qui est évidemment parcellaire et qui met du temps, est-ce qu'on ne pourrait pas installer des dashcams, donc des caméras, des GoPro sur les capots des voitures des agents du département pour détecter ça par IA? Donc vous voyez un peu les questions que ça pose, ça veut dire filmer tous les déplacements des agents départementaux, premier point. Ça veut dire aussi filmer tous les usagers qui sont sur ces routes, la conduite, éventuels délits qui sont constatés par ces caméras. Et donc, voilà, là on est dépassé. Quand on reçoit ça, les premières secondes, c'est un peu... voilà, et on se doute qu'évidemment en interne, dans chaque collectivité, c'est un sujet éminemment technique et une personne référente est éminemment essentielle là-dessus. Autre sujet, est-ce qu'on peut se connecter en tant qu'élu au réseau de débit pour chaque maison d'alimentation en eau pour vérifier si les piscines restent effectivement vides, pour réagir si on voit que la piscine se remplit. Là également, ça pose des questions pas anodines en termes de vie privée et en termes de données personnelles. Ne posez pas la question de suite parce que c'est pas encore totalement fini. Enfin, voilà, on a ce type de questions tous les jours et là-dessus, on comprend très bien que côté collectivité, les élus, décideurs et décideuses peuvent être, on va dire, alourdis par ce type de problématique. Également, subir, je le dis au sens large, mais la vigilance, ce qui est bien naturel, et l'exigence des usagers. Comme vous l'avez sans doute vu, depuis le RGPD, les plaintes ont explosé à la CNIL. On est environ à 15 000 par an, ça fait beaucoup par jour, de tout sujet. Alors il y a tout secteur, c'est 15 000, c'est beaucoup quand même de la surveillance au travail, c'est un sacré flux, mais également en collectivité, pour différentes raisons, des raisons de personnes qui voient très vite, c'est très vite public, un sujet en collectivité. Il y a évidemment aussi une vie démocratique, donc des camps qui peuvent faire monter des sujets plus rapidement. Naturellement, mais c'est parfois des vrais manquements. Et donc là-dessus, c'est évidemment des services des plaintes est très vite en contact avec les collectivités pour leur demander, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe, des justifications. Et là également, c'est une charge nouvelle pour les collectivités qui s'impose, mais une charge, encore une fois, le mot est à prendre au sens très large. Et je parle également des signalements et des alertes qu'on reçoit, nous, lanceurs d'alerte, entre guillemets, très vite, à ce sujet-là. Et sur chacun de ces points, c'est vraiment mon discours. Le DPO est un allié. Sur cyberattaque, c'est assez naturellement le cas. C'est côté CNIL,
les chiffres sont assez stables. On est sur du 7 sanctions sur 10 environ ont un sujet cybersécurité, sécurité informatique. Ce n'est pas le seul, mais c'est très, très souvent des questions, des manquements en sécurité informatique et en collectivité comme ailleurs. Et on sait qu'en collectivité, il y a un vrai sujet moyen là-dessus. Et c'est pourquoi nos sanctions sont très souvent rendues publiques. On a beaucoup, beaucoup de contenu en cybersécurité à destination précisément des délégués, pour que justement les bonnes pratiques, les exigences, les obligations puissent retomber côté collectivité. Là-dessus, également, le DPO est un acteur naturel pour la sensibilisation au jour le jour auprès de tous les agents de la collectivité. C'est un travail qui se fait pas du tout en une semaine, ça se fait sur des années, de sensibiliser un organisme. C'est des rappels permanents, c'est aussi un peu d'inventivité pour savoir comment ne pas revenir à le mail annuel ou le mail de tous les 6 mois. C'est un vrai enjeu, et on essaye de les aider là-dessus. Et les rapports et les guides, évidemment, ANSSI et autres, essayent également de renouveler un peu l'exercice, mais ça nous semble extrêmement important. C'est aussi une vigie, le DPO. On va avoir son DPO pour dire qu'il y a un problème au sein de la collectivité, où il y a peut-être une faille, ou une question, un risque. Le phishing en est un sujet. Si la porte d'entrée, elle est éminemment humaine, c'est extrêmement important d'avoir justement ce contact et cette discussion en permanence avec une ou un référent sur ces questions-là. Et c'est évidemment également, le DPO est un peu central également sur les questions de violation, parce que nous, on a tous les matins, parce que tous les matins, on est au téléphone avec des délégués, des appels sur on a une violation, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Il y a des obligations juridiques très claires, il faut notifier à la CNIL, le cas échéant à l'ANSSI quand on est un organisme particulier, mais côté collectivité, c'est notification CNIL. Et puis aussi, comment on agit, qu'est-ce qu'on dit aux personnes concernées, est-ce qu'on les informe, qu'est-ce qu'on vous dit à vous, est-ce qu'on va être contrôlé, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'immédiat. C'est des choses qui se font également côté CNIL. Alors nous, c'est modeste, on n'a pas autant de moyens, évidemment, que cybermalveillance, mais c'est un premier niveau de réaction. Et là-dessus, l'interlocuteur naturel est le DPO qui va travailler évidemment avec la DSI quand il y a un RSSI et les autres acteurs impliqués là-dessus. C'est également un sujet, je fais une petite parenthèse, le DPO vient souvent également est confronté à des problématiques que côté, on dit les VIP ou les élus, en termes de SSI, c'est un vrai sujet, j'en profite pour le dire. C'est vrai qu'on vient souvent aider les DPO pour rappeler aux élus que la cybersécurité s'applique à tout le monde et qu'avoir accès à tout n'est pas forcément naturel, voire souvent pas du tout. Et donc l'ouverture des fichiers, c'est aussi un sujet cybersécurité auprès des élus ou des dirigeants, et c'est pas forcément justifié. Ça peut être une porte ouverte et qui peut rendre d'autant plus grave quand un compte est piraté. Mais on pourra y revenir. Sur la complexité profusion des questions, c'est également évidemment un allié, parce qu'il va être connecté à nous, on l'a régulièrement en contact, téléphone et échange, évidemment. Notre service est vraiment dédié à aider les délégués. Et c'est aussi la personne qui va pouvoir voir la priorité parmi les 10 sujets. On sait très bien c'est la conformité à 100% n'est pas un objectif réaliste, parce que forcément on va perdre sur d'autres sujets RGPD. C'est quelque chose où l'important, surtout quand les moyens manquent, c'est de viser les sujets les plus sensibles, pour lesquels la CNIL a mis le plus l'accent, on le fait tous les jours, et pour lesquels une solution peut être lancée. Et ça, c'est typiquement, ça, on ne peut pas l'inventer, c'est vraiment en échangeant avec nous, en regardant nos productions, nos documentations, nos référentiels, nos aides pour dire, là, il y a vraiment un enjeu, et c'est effectivement là qu'il faut mettre les moyens. Très souvent, des délégués nous disent, où est-ce que je dois aller, parce que là, j'ai trop de sujets, je ne peux pas m'occuper de tout. Et cette notion de priorisation nous semble naturellement aller dans cette fonction de délégué. Et également pour suivre les règles, évidemment. C'est un enjeu en interne à la CNIL de suivre ce que la CNIL produit. Je préfère vous le dire. Et donc, ça nous semble inévitable d'avoir effectivement un acteur qui a les moyens de pouvoir faire ça et qui a du temps au sein des collectivités. Je fais une parenthèse rapide sur le RGPD. Souvent, c'est comme beaucoup de textes, hein, évidemment, vu comme une contrainte, des choses qui vont freiner. Le RGPD a quand même très globalement une démarche de bon sens. Alors le bon sens, c'est un peu un gros mot, c'est même souvent un gros mot. Mais là, ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, le RGPD, on peut mettre en œuvre des traitements tant qu'on peut les justifier, tant que c'est légitime, tant qu'il y a une finalité claire, on informe les personnes, on sécurise, et on vise, et on va explicitement vers le but qui a été initialement retenu. Très souvent en collectivité, ça va être ciblé un texte
une disposition légale, une mission d'intérêt public, et d'y aller de manière nécessaire et adéquate, avec le traitement nécessaire et adéquat. J'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de sujets où ce n'est pas simple du tout, mais c'est quand même cette démarche-là, ce raisonnement intellectuel qui est mené en permanence par le délégué et qui permet justement d'orienter, lorsqu'un projet arrive ou lorsqu'on veut modifier un traitement ou lancer une nouvelle mission, d'orienter le traitement dans le bon sens. Et c'est beaucoup plus simple de l'orienter dans le bon sens dès le début, plutôt que de réagir 1 an, 6 mois, 2 ans après, parce que la CNIL le demande, en termes de coûts, en termes de temps, en termes d'expertise, ça demande beaucoup plus, de dépenser beaucoup plus en fait. Et donc là-dessus, intervenir au début est évidemment bien plus efficient en termes de moyens. Sur saisine et plainte, je vais très vite, saisine et